enregistrement. On va continuer à se voir pour la théorie en virtuel et pour les laboratoires en présentiel. Là, le temps de laboratoire, comment ça va? On va avoir probablement des directives cette semaine parce qu'évidemment, on a manqué pratiquement 4 semaines là, de temps de laboratoire pour que vous puissiez faire les travaux sur les 2 rapports que je vous ai demandé. Donc, je vais changer les dates sur les rapports. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai pensé à ça hier matin en me levant. Ah, je n'ai pas changé la date. Fait qu'évidemment, les dates vont être différentes pour la remise de ces 2 rapports-là parce que c'est difficile de faire le travail quand vous n'avez pas accès au laboratoire. Là. Vous avez peut-être déjà commencé. Tu as dit, bon, j'ai sélectionné mes 2 cas. J'ai commencé à faire un certain travail, mais du travail en termes de RECD, en termes de préajustement, en termes d'impression et tout ça. Bon, les impressions, c'est quand même pas mal, mais c'est surtout le travail d'ajustement et faire les impressions de ce travail d'ajustement-là, autant du rapport du manufacturier que du rapport du vérifié. Ça prend du temps de laboratoire, là, du temps libre pour que vous puissiez venir travailler. C'est vraiment de. Évidemment, ces dates-là vont être reportées. Les travaux ne sont pas annulés, évidemment. Et juste les dates de dépôt vont être simplement reportées pour que vous puissiez me donner ces rapports-là. Des questions par rapport au rapport? Wow, c'est un peu redondant comme formule française, c'est pas chic, mais sinon, c'est pas, ça va. De toute façon, je vous en avais déjà parlé. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, nous allons voir Widex. Petit changement. Théoriquement, dans le plan de déroulement, la semaine prochaine, on devait voir Starkey. On va voir Unitron la semaine prochaine. J'ai eu un petit problème de connexion avec le Surflink dans mon ordi. Fait que ce n'est pas un problème. Starkey, on va le voir. Là, ne vous inquiétez pas, je vais régler le problème. Puis c'est pas. On fait juste reporter le fait de voir Starkey, mais on va voir Unitron la semaine prochaine. Aussi, pour l'examen pratique de la semaine prochaine, donc évidemment, vous vous présentez à l'heure de votre laboratoire. Donc, ceux qui étaient là pour midi, c'était midi. Ceux qui sont là pour 15 heures, c'est 15 heures. 2h50 pour faire l'examen. Je le sais que je me répète, là, je n'ai parlé la semaine passée, mais c'est bien que vous puissiez avoir ça frais à la mémoire. Vous avez les 2h50 du laboratoire pour faire votre examen, donc ce n'est pas un problème. On va utiliser le B502 et le B503. Donc, il y a une personne qui va faire son examen dans le 503. Ce n'est pas grave, c'est collé comme local. Donc, aujourd'hui, dans le laboratoire, j'aimerais ça qu'une équipe fasse le laboratoire dans le 503 pour pouvoir utiliser l'appareil. C'est un vérifié de 2, ce n'est pas un problème. Amélie m'a assuré que tout était fonctionnel. Elle a fait ça la semaine dernière. Merci beaucoup, Amélie. Donc, c'est ça. Ça prendrait une équipe dans le laboratoire 1 et dans le laboratoire 2 qui aille dans le 503 et pour faire les impressions aussi, parce qu'aujourd'hui, les impressions, pas des oreilles, mais d'imprimer votre travail, comme on a fait la semaine passée pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, des gens vont être dans le 502 et une équipe sera dans le 503. Étant donné qu'on a, à moins que quelqu'un me dise qu'ils veulent se dévouer pour travailler sur un Verifit 1, parce qu'on a des Verifit 1 dans le 502, puis étant donné que vous avez travaillé qu'avec du Verifit 2, donc c'est pour ça qu'on a on a ouvert le 503 pour utilisation. Donc, on pourra en discuter au début du laboratoire, là, mais je n'haïrais pas ça qu'une équipe aille dans le 503. Sinon, ces 2 examens, écoutez, c'est relativement simple. L'examen, vous allez le faire soit sur du Phonak, soit sur du Widex. On n'utilisera pas Oticon. Oticon, c'est pas super. Là, c'est pas. Pour ceux qui n'ont pas, aussi dans le laboratoire tout à l'heure, ceux qui n'ont pas d'écouteurs M, j'en ai avec moi. Fait que je sais que dans le labo de midi, tout le monde avait des M, et dans le labo de 3 heures, il y en a qui en manquaient. Donc, faites-le moi savoir. J'ai amené de mon bureau, de ma clinique, des écouteurs M, et je te laisserai la balance, Amélie, en attendant qu'on reçoive ceux de Phonak. Donc, tout le monde aura des écouteurs M. Ça va être important que quand vous allez venir au laboratoire, que vous ayez à votre examen la prothèse Widex et la prothèse Phonak avec l'écouteur M. C'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la session? On a fait du NC, on a fait de l'ajustement de prothèses, on a fait des manœuvres sur les prothèses. L'examen pratique va ressembler à ça. Et moi, je vais m'occuper à ce que les Verifit soient calibrés à midi. Non, à 11 heures, quand on va finir le cours théorique du matin. Donc, je vais calibrer les Verifit. Donc, vous n'aurez pas à le faire. Ce n'est pas juste parce que ceux qui arrivent à midi vont le faire, mais ceux à 3 heures n'ont pas besoin de le faire parce que ça va être déjà fait. Je sais que vous êtes habitués de le faire, mais pour éviter tout problème, ils vont être déjà calibrés. Autant pour une mesure in vivo
au tympan qu'une mesure dans la boîte. Donc, vous n'aurez pas besoin de le faire. Et vous aurez, ah oui, aussi, vous allez avoir il va y avoir une enveloppe à chaque place. L'examen va être à l'intérieur et vous devez me remettre l'enveloppe. Vous allez écrire votre nom sur l'enveloppe parce que j'ai fabriqué des examens. Il n'y en a pas qu'un seul. Parce qu'évidemment, c'est pas vous allez sortir de bonne heure, vous allez texter à votre chum qui est dans le labo 2. Ah, faites telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oui. Je suis quand même pas né d'hier. Je sais comment ça marche, les examens. Fait qu'il y a plusieurs examens, donc c'est aléatoire. Donc, vous allez voir, ça se peut que vous ayez un côté de l'autre du FONAC, comme c'est pas. Ça va être au hasard. Donc, il va y avoir des enveloppes et vous allez devoir mettre les papiers que vous allez avoir imprimés dans cette enveloppe-là et me remettre l'enveloppe. Ça va éviter de courir après une brocheuse, de courir après des trombones ou des attaches ou quoi que ce soit. Donc, vous marquez votre nom sur l'enveloppe et vous marquez évidemment votre nom sur l'examen et vous inscrivez votre nom ou vous initialisez chaque page qui aura été imprimée. Pour être sûr, je ne sais pas si je me fais frapper en sortant du stationnement et j'échappe toutes les enveloppes et que ça revole partout. Bon, théoriquement, quand je sors à 6h30, il n'y a plus un show au cégep. Déjà qu'il n'y en a pas à 7h10 quand j'arrive. Théoriquement, je ne devrais pas me faire frapper, mais pour éviter qu'il y ait des problèmes, donc je vais transporter les enveloppes. C'est beaucoup plus facile pour retrouver toujours. Ça va pour l'examen. On pourra en discuter dans le laboratoire. Si jamais vous avez des questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on voit Widex. Évidemment, ce n'est pas la Moment qu'on a eue. C'est Evoke qu'on a, mais la Moment fonctionne. Il y a juste quelques petites différences. Sur la Evoke, il y a une amélioration au niveau des algorithmes, mais le logiciel se présente de la même façon. Donc, c'est pas, vous allez voir. Widex a toujours été quand même assez économe. Si on compare à Phonak, par exemple, on avait énormément d'onglets, on avait énormément de choses où on pouvait ajuster. Chez Widex, ils ont toujours été des gens très économes. À cet égard-là. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 20 ans, lorsqu'on faisait du Widex, il y avait deux philosophies à l'intérieur des manufacturiers. Il y avait la philosophie d'avoir un logiciel qui était extrêmement ouvert, ce que Signa avait placé à l'époque. On pouvait changer les ratios de compression à la main, on pouvait faire énormément de choses et on avait une approche qui était beaucoup plus fermée, c'est-à-dire Widex. On laisse la prothèse travailler. On fait un quick fit, on fait un sensogramme, on fait le test de Larsen, on met la prothèse dans l'oreille et ça fonctionne. C'est effectivement le cas. Je ne suis pas très... moi, j'ai été élevé à la sauce Signa beaucoup plus qu'à la sauce Widex. Je fais beaucoup de Widex, ce n'est pas un problème. Je fais beaucoup des autres aussi. Mais j'ai toujours aimé avoir le contrôle sur ce que je fais. Donc, Widex, il faut se laisser... Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert que c'était avant. Mais il y a quand même certaines choses qu'il faut faire de façon obligatoire pour avoir une meilleure performance des prothèses Widex. Deux principaux défauts chez Widex. De un, quand on commence avec des prothèses Widex avec un patient, on va y faire des Widex jusqu'à la fin de ses jours. Les patients sont incapables de s'habituer à une autre sonorité que des Widex. C'est particulier. Je ne sais pas, ce qu'ils mettent dedans, c'est addictif. Ça doit être comme du crack, je ne sais pas trop. Moi, ce n'est pas dans les prothèses. Mais c'est pas, j'ai essayé, j'ai appareillé des prothèses avec du Widex et à un moment donné, on voulait changer, on n'y arrivait pas. C'était impossible. Ça n'a jamais fonctionné. Et deuxième grand défaut qu'ils ont, ça va peut-être se résorber, c'est que pour ajuster les prothèses auditives chez Widex, il faut obligatoirement utiliser le ProLink. On en a un dans chaque poste de travail. On ne peut pas utiliser le Noah Wireless. Ce qui amène comme défaut également, lorsqu'on va faire de l'ajustement à distance, le patient doit se procurer un accessoire de connectivité. On va y revenir durant le cours, mais c'est les deux principaux défauts. Oui, Patrice? Quand tu dis que le patient qui s'habitue au son Widex, il va rester avec Widex, c'est pas juste un défaut. Ben oui, c'est un défaut. Ça peut être un défaut, par exemple, à la pour la compagnie, non. Non, ben effectivement, mais moi, je me place dans la peau d'un audioprothésiste. Moi, je ne les vends pas. Je les vends, les prothèses, mais moi, je sers mon patient. Ça va avoir, en fin de compte, non, pour la compagnie, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'on met dedans. On met de la nicotine ou de la caféine dans les prothèses. Je ne sais pas trop pour rendre les gens addictifs. Sauf que moi, quand je me place dans la peau d'un audioprothésiste, et par exemple, je fais des prothèses auditives à la Régie d'assurance maladie. Bon, j'en fais à CSST, j'en fais vétéran, j'en fais en privé, mais je prends le programme de la RAMQ parce que c'est celui qui est le plus contraignant. Le problème, c'est que la liste de la RAMQ change aux 2-3 ans. Normalement, cette année, en novembre, on va avoir une nouvelle liste de la RAMQ. Mais par exemple, j'ai appareillé des patients avec du Widex à la liste de la RAMQ. La liste de la RAMQ se renouvelle pour 3 ans et je n'ai pas de produit Widex. Et là, j'ai des patients Widex qui vont venir à échéance. Leurs prothèses vont briser. Je vais être obligé de les remplacer, mais je n'ai pas de produit Widex. Fait que là, je vais mal desservir mes patients parce qu'ils étaient habitués à une sonorité. Alors que tu remplaces du Phonak
par du Signia, par du Unitron, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de problème. Tu vas remplacer du Sonic, du Bernafon, du Oticon, c'est à peu près la même sonorité, ce n'est pas un problème. Puis même du Oticon par du Phonak, ça marche. C'est juste, ouais, puis même avec du Starkey, ça marche. Ce n'est pas un problème. Les gens s'habituent à une certaine façon de faire, par exemple avec l'application, surtout maintenant. Mais là, c'est vraiment c'est la sonorité de la prothèse. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ça fonctionne bien, les prothèses. Là. Ça fonctionne même très, très bien. Mais je ne le sais pas. C'est comme je te dis, c'est quand tu commences à manger du McDo, tu ne peux pas t'arrêter. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu le documentaire Super Size Me, c'est pas oui, Jonathan, tu avais la main levée. En fait, c'est juste pour faire suite. Les clients ne donnent pas une description de le son il est plus doux, plus. Non, clair, ils ne sont pas capables. Ils nous disent qu'ils n'aiment pas les autres prothèses. Puis j'ai déjà fait avec un patient à l'aveugle, sans lui dire la marque de prothèse. Il y avait du Widex, j'ai ajusté du Phonak, j'ai ajusté du Starkey, j'ai ajusté du Oticon. Puis à un moment donné, je suis revenu avec du Widex, sans y dire. Puis arrivé à du Widex, ah oui, là, j'entends bien. OK, c'est comme, c'est particulier. Évidemment, chez Widex, ils n'ont jamais été capables de faire des prothèses puissantes que les patients aiment. C'est un son qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus calme comme prothèse. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils font que des prothèses numériques. À la fin des années 90, ils avaient arrêté de faire des prothèses analogiques. Ils avaient commencé qu'à produire que des prothèses numériques. Donc, ils n'ont pas été sur la RAMQ fin des années 90 jusqu'en 2006, quand la RAMQ a recommencé à payer des prothèses numériques. Donc, on en faisait beaucoup en privé. Ça fonctionne super bien. J'ai perdu ce que je voulais dire, c'est le fun. Donc, ils ont été les précurseurs à faire de la prothèse numérique, ce qui a fait qu'on a appareillé beaucoup de patients en privé avec ces prothèses-là. Et quand ces patients-là sont devenus soit éligibles à la RAMQ, évidemment, je parlais des pertes profondes, j'y reviens dans quelques secondes. Donc, on était capable, par exemple, de les réappareiller. Les pertes profondes chez Widex, même s'ils ont sorti des Super Power 440, par exemple, ça n'a jamais été leur force. Je vais être honnête. Ça n'a pas été. Ils en ont sorti, puis ça n'a jamais fait. Moi, je pense que la meilleure prothèse puissante pour des gens avec une surdité profonde, c'est la Oticon Exceed. J'ai essayé de la Sky chez Phonak, on a essayé de la Stride Power chez Unitron. Oticon Exceed donne, c'est vraiment les patients, parce qu'ils cherchent toujours les patients avec une surdité profonde. Ça fait longtemps qu'ils ont une surdité profonde, ils se sont déjà habitués aux produits analogiques à l'époque. Donc, depuis qu'on est tombé à du numérique uniquement, les patients ne trippent pas sur le son. Ils ont eu beaucoup de misère à s'habituer. Mais là, avec la Exceed, c'est comme la prothèse numérique la plus analogique possible. On est capable de désactiver beaucoup de choses, mais c'est extrêmement puissant et ça fonctionne bien. Il y avait la Sumo avant. Mais la Exceed, c'est la nouvelle génération qui ont sorti. Ça fonctionne très, très bien. Puis, juste pour répéter, c'est le ProLink qu'il faut qu'on utilise. Exact, c'est ça. C'est le ProLink et c'est obligatoire. On est incapable. Bon, il y a le USB Link qui fonctionne toujours, mais c'est le ProLink qu'il faut utiliser. Bon, évidemment, puisque Widex et Signia se sont associés, donc ils font partie de la même famille maintenant, comme Phonak et Unitron font partie de la même famille chez Siventos, pas chez Siventos, chez Sonova. Donc là, on a Widex Signia Audiologie, WSA, qui est la nouvelle compagnie. Donc, qui prendra le dessus sur l'autre pour forcer, par exemple, Widex à les amener vers Noah Wireless? Peut-être. Mais on va y revenir pour l'instant, c'est impossible à utiliser. Donc, dans le laboratoire cet après-midi, quand vous allez lire la prothèse auditive, il faut avoir le ProLink. C'est obligatoire. On ne peut pas en déroger. Donc, ceci étant dit, cours d'aujourd'hui. Ah oui, je vous parle tout de suite de l'examen théorique, donc dans 2 semaines, le 22, en 14 jours. Ça va inclure le cours jusqu'à la semaine prochaine. Donc, ça va inclure le cours chez Unitron. Écoutez, j'ai travaillé sur l'examen hier. C'est, dans mon humble avis, vous allez avoir les 3 heures pour faire l'examen. C'est pas, à mon avis, c'est des mises en situation, il faut réfléchir. C'est pas... oui, révisez vos notes, c'est important parce que vous n'y avez pas droit. Il y a quand même des choses qui sont importantes, puis il y a des choses que vous devez savoir. Mais vous allez y réfléchir, vous dire, ah oui, OK, ça, c'est ça. OK, ça, il faut interpréter ça de telle façon. C'est toutes des choses qu'on a vues durant la session, jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a rien de caché ou il n'y a rien de particulier, là.
Vous devriez quand même bien réussir. Donc, retour sur le laboratoire, logiciel de programmation WIDEX, Splits et Spliv. Donc, retour sur le laboratoire, on a fait, bon, je ne parle pas du NC, je ne parle pas de l'ajustement in vivo dans la boîte, pas in vivo, mais dans la boîte, mais de l'abaissement fréquentiel. Aujourd'hui, on va voir la transposition fréquentielle chez WIDEX, donc l'abaissement, c'est un autre des principes. Ce qui est important de savoir à l'abaissement fréquentiel, quand est-ce qu'on peut soupçonner qu'on en a besoin, comment on le mesure, comment on l'active et comment on le vérifie. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand est-ce que je peux probablement en avoir besoin? C'est quand mes cibles en haute fréquence sont non atteintes ou sont non audibles. Donc, ma prothèse auditive, comme on voit sur le graphique ici, qui est la ligne verte, la ligne verte, mes cibles ils seraient audibles, mais le son de la prothèse ne l'est pas. Ou mes cibles sont carrément non audibles en haute fréquence. Donc, on pourrait soupçonner qu'on ait besoin d'abaissement fréquentiel. On le vérifie comment? On n'active pas tout de suite. On lance un signal S et on vérifie si mon signal S, l'épaule inférieure, donc la zone qui est située ici, elle est entendue. Si elle est entendue, j'en ai pas besoin. Si elle n'est pas entendue, je lance l'algorithme d'abaissement fréquentiel et je refais une mesure. Est-ce qu'il est entendu ou non? Si oui, je le laisse comme ça. Si le S n'est pas entendu, là, à ce moment-là, je vais faire des ajustements jusqu'à ce temps qu'il soit entendu. Donc, c'est comme ça. Quand on l'active, comment le vérifier et s'assurer que notre épaule inférieure soit... En fin de compte, elle n'a pas besoin d'être entendue très fort. Il faut qu'elle soit perceptible. C'est vraiment de cette façon-là qu'on l'ajuste. Tu sais, je n'ai pas besoin de rendre ici, cette zone-là, mon MAOF qui est ici, que je le rende ici. Là. Tu sais, ma ligne rose là, qui se ramasse à 1000 Hz, ce n'est pas nécessaire. Oui, Félix? Oui, par exemple, on active notre abaissement fréquentiel et il n'est toujours pas entendu. Là, tu viens de dire qu'on ajustait en fonction. Oui, c'est ça. Tu as toujours un curseur pour déplacer. Si on se rappelle la semaine dernière, bon, Phonak, il y avait 2 curseurs. Là. Mais chez Phonak, on allait jusqu'à l'audibilité. Là. On était capable de déplacer ce curseur. C'est comme ça. C'est toujours un curseur qu'on va déplacer. On va le voir chez WIDEX tout à l'heure. On en parle parce qu'il y a de la transposition. On l'active et on est capable de déplacer cet ajustement-là. Il n'est pas fixe. Au début, c'était plus complexe un peu. Mais maintenant, on est capable de le déplacer. On est beaucoup plus efficace pour justement faire entendre. Parce que là, on voit, elle est activée. Là, le S, si la compression fréquentielle, l'abaissement, pardon, était enclenché, bien là, on voit que c'est non entendu. La ligne rose, elle est en deçà des seuils d'audition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer pour que ça vienne toucher à nos seuils d'audition. Mais encore là, on va toujours vérifier. Tu sais, oui, on va le faire techniquement comme ça, mais après, on va toujours poser la question au patient, est-ce que ma voix a changé? Est-ce que ma voix est aussi claire? Est-ce que ma voix est aussi nette? Si le patient nous dit, ben non, c'est plein de distorsions, je ne t'entends plus, je t'entendais mieux avant, ben on ne l'active pas. Il y a des patients, on va le voir plus fréquemment chez des patients expérimentés, on va le voir moins fréquemment chez des patients qui sont nouvellement appareillés, où ils vont nous dire qu'ils ressentent de la distorsion à l'intérieur de leurs oreilles en entendant le signal compressé avec l'abaissement fréquentiel ou le signal déplacé. Donc, ça a quand même une incidence. Mais on va le voir dans la vérification sensation un petit peu plus tard durant la session où on fait toutes nos mesures. Donc, on fait nos mesures techniques ajustées aux cibles. Par la suite, il y a une séquence à suivre pour vérifier si notre voix elle est toujours bonne, en voix faible, en voix normale et en voix forte. Pour être certain que le patient est confortable, je vais vous montrer ça. Donc, l'abaissement fréquentiel, quand l'activer, comment le vérifier? C'est important de le savoir. C'est important de reconnaître sur le logiciel quand elle est activée, parce que le problème que vous allez avoir, c'est que si vous n'êtes pas capable de reconnaître quand vous lisez une prothèse et que l'abaissement fréquentiel est activé, c'est que vous allez faire des ajustements sur les prothèses, sur la prothèse ou les prothèses, et que là, vous n'avez pas de gain en haute fréquence. Vous allez dire, ben là, Patrice, pourquoi je n'y arrive pas? Parce que l'abaissement fréquentiel est activé dans la prothèse. Et on le voit, c'est toujours situé en haute fréquence ici, puis on va le voir tout à l'heure avec les diapos que j'ai pris. On va le voir, c'est ici, et c'est toujours une zone qui est colorée. Ce n'est pas une zone qui est blanche. On va le voir dans le logiciel du manufacturier. Donc, c'est important d'être capable de le reconnaître et de le désactiver. Bien important.
Donc, aujourd'hui, on va à Widex. Leur logiciel est le logiciel Compass GPS. Il y a eu une certaine... Le premier, quand ils ont sorti les logiciels, il s'appelait Compass, comme la voiture de Chrysler, le Jeep Compass. C'est exactement la même affaire. C'est qu'ils ont sorti GPS pour des générations plus récentes, mais ça fait longtemps qu'on utilise Compass GPS. Donc, je pense qu'on l'avait avec... Je ne suis pas sûr avec Dream, mais je pense. Puis les Clear, c'était avant. Donc, ce n'est pas Compass GPS et c'est le logiciel qu'on utilise. Je vous disais tantôt, il y a deux principaux défauts chez Widex. Ils ont une grande qualité. C'est que on va le voir à la fin, toute leur série DEX, toutes leurs aides de suppléance qu'ils fabriquent, téléphone, télécommande, un patient qui aurait déjà un système, par exemple un TVDEX, ben même si on y va avec une nouvelle génération, tous ces systèmes-là sont rétrocompatibles. Si on prend, par exemple, dans tous les autres manufacturiers, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle génération, ce n'est pas rétrocompatible. Le patient est obligé de se rééquiper au complet. Chez Widex, ce n'est pas le cas. Et on l'a vu quand ils ont sorti leur gamme Moment, leur dernière génération. Le TV Play, qui existe depuis la génération Evoque, lui, n'était pas rétrocompatible, mais toutes leurs autres séries DEX l'étaient. Donc, c'est quand même... Ils pensent avoir leurs accessoires quand même rétrocompatibles avec les nouvelles générations, ce qui est une bonne chose. Non, le TV Play, il l'était, mais c'est parce qu'il n'y en avait plus. C'était le problème il y avait un problème d'approvisionnement. Donc, le logiciel, évidemment, on passe toujours par NOAA, se présente de cette façon-là. Relativement simple. Quand je vous parle de la série DEX, là, c'est tout ça ici, on va les voir à la fin. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'icônes. On le voit ici pour connecter la prothèse, c'est vraiment avec le ProLink. Donc, on nous l'indique ici. Ça se présente de cette façon-là. On clique sur « Connecter la prothèse ». La prothèse se branche, mais je vais vous montrer tout à l'heure, avant de le faire. L'audiométrie, on passe vite, on ne s'en sert jamais. Donc, vous avez également le REUG, le RECD. Vous pouvez, donc quand on connecte, ça vient comme ça. Et là, aujourd'hui, vous allez utiliser, je m'étais amusé, là, mais vous allez utiliser, c'est un contour qu'on a. Donc, vous allez utiliser le tube classique, un embout dur personnalisé et la ventilation, je vais vous dire de la mettre à 1 mm ou très, très petite pour avoir accès au gain en haute fréquence, en basse fréquence, pardon. Donc, c'est l'écran qui apparaît. Normalement, sur vos prothèses, les 3 cases qui sont ici vont apparaître vides. Donc, il faudra les remplir, ce qui va être quand même important. Évidemment, quand on a 2 prothèses, on a les 2. Là, on n'en a qu'une seule. Donc, c'est important de remplir. Évidemment, comme je vous disais à l'examen, là, ça ici, vous allez l'avoir à l'examen. Quoi mettre comme tube, comme l'emboutologie, là, vous allez l'avoir pour votre examen. Donc, vous n'aurez pas à vous casser la tête. Là, je vous donne cette information-là. Donc, important de mettre ce qu'on a. Évidemment, le bon type de... Si on avait un RIC, par exemple, de mettre le bon type d'écouteur sur la prothèse, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va nous donner accès au gain de la prothèse. Si, par exemple, on ne place pas le bon récepteur par rapport à la perte, bien, par exemple, comme chez Phonak, ceux qui avaient du S, c'était un peu plus compliqué. Mais si j'avais eu du M, ça aurait été plus simple. Donc, de bien choisir l'écouteur sur la prothèse, c'est extrêmement important. Donc, l'aide auditive droite a déjà été programmée. Dans mon cas, c'est pas. Dans votre cas, ça se peut qu'elle ait été déjà programmée. Donc, dans votre cas, prenez pas les données de l'aide auditive, mais choisissez une nouvelle programmation. Ça, on va le voir. Un patient qui revient, je lis sa prothèse, ils vont me dire que l'aide auditive a déjà été programmée. Donc, dans le cas d'un patient déjà appareillé qui utilise sa prothèse, évidemment, on va prendre les données de la prothèse. Oh, mon Dieu. Que se passe-t-il? Voilà. Donc, on va avoir données de la prothèse. Mais dans votre cas, prenez une nouvelle programmation. Donc, évidemment, dans la nouvelle programmation, ils vont probablement vous dire que les aides auditives sélectionnées ont un niveau de pression sonore maximum qui dépasse 132. Donc, il faut être prudent. C'est intéressant, puis c'est quand même important de le savoir. Par la suite, sélectionnez le niveau d'expérience de votre patient. Toujours s'assurer qu'on soit à expérimenter à 100%, à expérience longue, à niveau d'adaptation 4, maximum 100%. Peu importe ce que le logiciel va faire, toujours utiliser le niveau d'expérience expérimenté ou 100% d'utilisation. Donc, être capable, dans le niveau d'adaptation, d'aller le rechercher si jamais on ne l'a pas mis, si on a coché par erreur inexpérimenté. Je vais vous montrer où aller le chercher.
Donc, évidemment, on peut faire la mise à jour du micro-logiciel du ProLink. Ne faites pas ça au cégep. C'est une très mauvaise idée. Ça va fucker le système. Fait que vous ne faites pas ça. Ça, c'est la job des techs à faire ça. Chez Widex, juste pour vous montrer, le mien est à jour là, parce que quand j'ai travaillé avec la prothèse. Ce qui est intéressant pour quelqu'un qui porte déjà des prothèses Widex, on peut transférer les paramètres de son ancienne prothèse dans sa nouvelle prothèse. Signia fait ça aussi depuis quelques années. C'est intéressant. Une surdité semblable, je passe d'une prothèse, par exemple, je ne sais pas, unique à une prothèse Moment, je serais capable de lire son ancienne unique, qui est une prothèse Widex, puis de les transférer dans sa nouvelle prothèse Moment. Donc, c'est intéressant. Je l'ai essayé avec des patients vétérans qui avaient des prothèses Zen, donc des prothèses avec masqueur d'acouphène Zen, et qu'ils portaient des uniques. Les anciens combattants s'échangeaient aux 4 ans, donc ils portaient des uniques, et j'ai fait le transfert. Évidemment, il y a quelques ajustements à faire sur les nouveaux algorithmes qui sont dans Moment, mais ça se transfère bien, ça fonctionne bien, puis l'ajustement, on n'en a pas tant à faire, je vous dirais. C'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Donc, ensuite de ça, assurance qualité. Il y a 3 choses dans l'assurance qualité. 2 choses. Le service tracker, c'est qu'on pourrait, par exemple, la prothèse faire une espèce d'auto-analyse pour savoir s'il pouvait y avoir un problème. Je me suis amusé. Ce que j'ai fait, c'est qu'on démarre le test et là, la prothèse va générer des sons de forte intensité, donc on ne la met pas dans l'oreille du patient, on la retire. Donc, on continue. Et là, ce que j'ai fait, le test se fait. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bouché le crochet. J'avais mis de la pâte dessus. Donc là, l'aide auditive droite, le test est terminé avec des commentaires. Vérifier qu'il n'y ait pas de cire ni de saleté au niveau de la sortie. Parce que de la façon que ça fait, c'est qu'il envoie du son et il le réécoute. Donc, pour savoir si ça fonctionne. Honnêtement, c'est une bébelle. Là. Je vais être honnête avec vous autres. Là. On l'utilise à peu près jamais parce que s'il y a du son, il pourrait dire que c'est le microphone qui fait défaut. OK, il faut que je l'envoie. Ou il pourrait dire que c'est l'écouteur, donc tu remplaces l'écouteur si c'est un RIC, par exemple. Donc, là, j'ai enlevé la gommette que j'avais mis au bout du haut-parleur, puis de l'écouteur, du crochet. Puis je l'ai refaite, puis aucun problème trouvé. J'espère la prothèse, théoriquement, est fonctionnelle. Bon, je me suis trompé. Gain de référence et gain total, c'est la mesure NC qui est là. 2-3 choses là-dessus. Donc, le NC est dans l'assurance qualité, mais si vous remarquez, vous avez gain test de référence et gain total. Et vous avez lorsqu'on a une bobine téléphonique, donc on a soit le microphone Omni ou la bobine téléphonique. C'est important de choisir la bonne sortie d'écouteur. Donc, si je fais le test NC, j'utilise mon microphone Omni, mais si je fais un spliv ou un split, je vais le mettre sur bobine téléphonique. C'est important. Sauf que ce qui est particulier, c'est que si on voit, théoriquement, je mettrais la prothèse sur gain test de référence, alors qu'il faut évidemment la mettre au gain maximal au début. Donc, c'est important avant d'activer le mode test, de prendre le gain total pour ensuite avoir notre triangle vert et pouvoir le mettre à gain test référence. C'est une particularité. Widex n'ont jamais corrigé ça. Théoriquement, je devrais avoir le gain total avant et le gain de référence après, mais c'est inversé. Donc, il faut juste être prudent. Et vous avez en bas ici, à droite, la fiche technique de la prothèse que vous testez. C'est intéressant. Un peu comme chez Phonak, où on avait la fiche technique dans le bas lorsqu'on faisait nos tests NC. Donc, comme je vous disais, important, il faut la mettre sur gain total au départ parce qu'il va se mettre automatiquement. Quand j'ouvre assurance qualité, il va être sur service tracker. Donc, si je change, il faut que j'aille vraiment au dernier onglet gain total. Donc là, l'aide auditive va émettre des sons, je continue, le mode de test est actif. Puis bon, c'est pas ensuite de ça gain total, puis ensuite de ça, je mets un gain test de référence. Donc, ça va pour tout le monde à ce niveau-là. C'est que Widex a comme inversé. Si vous mettez un gain test de référence, puis vous partez le test, bien, il va faire le test au complet, vous allez trouver la prothèse faible. Alors qu'elle n'est pas faible, vous avez juste mal fait la manœuvre. C'est juste une particularité chez Widex, il faut juste faire attention, donc il faut le mettre à gain total avant. Ensuite de ça, confidentialité du patient. Probablement qu'aujourd'hui, ils vont vous poser la question, est-ce que vous voulez qu'on collecte les commentaires, qu'on collecte les types d'ajustements? Merci d'être, en fin de compte, c'est un consentement. C'est que c'est Widex. Il dit merci d'aider Widex à continuellement améliorer les connaissances sur les pertes et la qualité de nos solutions auditives en parlant à votre patient de notre consentement de recherche et de développement.
c'est important, on ne répond pas oui ou non à la place du patient, on lui dit, et vous avez à côté le consentement de recherche et de développement de Widex et l'avis de confidentialité de Widex. Fait que le patient, moi, je leur dis, écoutez, le manufacturier récolte de l'information de vos prothèses auditives. Il ne récolte pas votre nom, il ne récolte pas votre date de naissance, rien de tout ça. Et puis, on peut lui faire lire s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord, non. Tout simplement, on coche non. Si on coche oui, on coche oui. Bon, moi, c'est pas... Oui, Patrice? Est-ce que tu vois un risque à ça, qu'éventuellement les prothèses puissent s'ajuster presque automatiquement en fonction de ces données-là? Bien, j'ai l'impression... écoutez, tu sais, dans un scénario un peu... Oui, un scénario à la Big Brother, au meilleur des mondes, à la 1984, ou je ne sais pas trop, là, à TF. Sans aller si loin que ça. Ben, non, mais je comprends ce que tu veux dire, Patrice. Sans paranoïa. Oui, mais en fin de compte, quand on lit par rapport à la recherche, moi, de la façon que je le comprends, rien n'empêche tout ça, là, mais de la façon que je le comprends et que je l'analyse, c'est-à-dire que eux autres, ils collectent à travers le monde tel type de perte auditive, on fait tel type d'ajustement. Donc, puis ils font des moyennes avec tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on utilise telle méthode prescriptive. Donc, c'est dans le but d'améliorer, par exemple, leur quick fit ou comment les algorithmes devraient s'ajuster automatiquement lorsqu'ils se retrouvent en présence de tel modèle de prothèse, de tel type de perte auditive. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça en moyennant chaque fois qu'on fait des changements chez le patient. Puis c'est longitudinal. C'est pas... c'est comme une espèce de recherche randomisée, mais sans que le patient ait à se rendre, par exemple, au Danemark, au siège social de Widex ou au siège social au Canada, à Toronto, par exemple, à Cambridge. Mais c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est... Puis quand tu lis les avis de consentement et les avis de confidentialité, c'est beaucoup plus... Puis sinon tous les manufacturiers le font. C'est vraiment pour collecter de l'info, comment on ajuste les prothèses auditives à travers le monde pour une perte auditive donnée et comment les algorithmes sont ajustés dans cette prothèse-là. Donc, c'est pour aider ça, pour aider à avoir un quick fit qu'on ait moins à ajuster. Est-ce qu'il pourrait s'ajuster tout seul? On a juste à écouter le film iRobot, puis c'est pas tout va se faire tout seul. On a juste à écouter, mais avant d'arriver là, parlons en termes de recherche et d'efficacité, parlons comme ça. Moi, le collecte d'informations, c'est beaucoup plus par rapport à ça. Je vous dirais, honnêtement, moi, je vais cocher oui. De toute façon, je suis membre des Desjardins, mes infos ont été volées chez Desjardins, j'ai une carte Costco, ils ont été volés chez Costco, puis je suis prof, ils ont été volés comme prof. Je t'avais de me faire imprimer un T-shirt avec mon numéro d'assurance sociale. Vous ne l'avez pas encore? Comment ça, vous êtes bien mauvais? C'est pas moi qui se promène à pleine place. Fait que, c'est pas... Oui, il faut être prudent. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être prudent. Là. Il y a eu des histoires d'horreur par rapport à ça. Là. Je fais des blagues là-dessus, là, mais ce n'est pas un vol d'identité, c'est grave, puis c'est extrêmement complexe. Mais je veux dire, par là, il faut que vous soyez à l'aise aussi par rapport à ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de cocher oui, parce que vous trouvez que c'est un peu, ça vous explique mal, vous n'êtes pas rassuré, faites-le lire à vos patients. Et si vous demandez conseil, vous pouvez lui dire, je ne suis pas certain. Vous allez cocher non, c'est tout, ça ne l'engage pas. Vous ne serez pas moins bien servi par Widex ou par n'importe quel autre manufacturier si vous cochez oui ou vous cochez non. Là. Ça n'a pas de... C'est vraiment... on pourra le lire cet après-midi. Je ne l'ai pas imprimé. Là. Je n'ai pas coché, mais on pourra le regarder en début de labo cet après-midi. C'est quand même... moi, je trouvais le principe à l'arrière de ça intéressant. Évidemment, maintenant, avec toutes nos infos qui se promènent un peu partout, c'est à chacun. Libre et chacun, libre et capable de réfléchir comme il l'entend, puis c'est libre à chacun. Pardon. Donc, ensuite de ça, on a la configuration de Compass comme on retrouve chez tous les manufacturiers. Donc, la langue générale, ce qu'on met en... Oui, puis je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. Donc, on a le général où on met la langue, l'avertissement à l'écran de la pile est faible. Le programme d'amélioration de Compass qui est en marche, on pourrait le désactiver. Donc, tout ça. Vous avez ici au centre de l'écran code de sécurité. N'activez jamais ça. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que quand, puis surtout, vous l'activez, puis vous ne mettez pas le code à quelque part pour que tout le monde puisse y avoir accès, donc activez-le pas. Parce que si, par exemple, je travaille avec Marianne active le code de sécurité, elle ne l'inscrit pas dans les notes du patient. Moi, je vois son patient, puis je lis la prothèse, je vais être incapable de la lire. Parce que ça va être bloqué par un code.
Ça nous est arrivé une fois, un patient qui transfère et il y avait un code. Moi, j'appelle l'audioprothésiste, il y a un code sur ta prothèse. Elle dit, on n'a jamais mis ça. Je téléphone au manufacturier, c'est curieux, le code, c'était le nom de son bureau. Après, j'ai rappelé l'audioprothésiste, j'ai dit, OK, tu n'as pas de code, mais la compagnie met des codes sur tes prothèses. Là. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais c'est pas. Puis le code, c'était son nom de bureau. Là. Fait que, j'ai dit, ça ne s'invente pas. Là. Fait que je dis, vérifie pour être sûr. Mais le patient changeait de région. Là. Il partait de, je pense, de la Montérégie, puis il s'en venait à Québec. Là. Fait que c'était pas, là, je n'étais pas capable de lire la prothèse. Le patient vient de voir, puis tu n'es pas capable de lire. Putain. Ça ne donne pas un super service, mettons. C'est pas, fait que activez pas ça. Vous allez le voir chez plusieurs manufacturiers, activez-le pas. C'est pas rendre service à son patient parce qu'il peut déménager puis il peut aller voir quelqu'un d'autre. Ou s'il voit quelqu'un d'autre dans le bureau, puis ce n'est pas un code générique comme 1, 2, 3, 4, 5. Tant qu'à ça, mettez-en pas. Là, ça pas on ne voit pas. C'est comme mettre tes mots de passe, password 1, 2. Mets-en pas tant qu'à faire. Hein, ça ne donne rien. Donc, je voulais vous en parler parce que chez certains manufacturiers, donc, on peut l'avoir. Évidemment, les interfaces, l'audiométrie, méthodologie d'adaptation, ça, c'est les différentes configurations qu'on peut implanter chez le manufacturier. Dans le logiciel du manufacturier, c'est très personnel. Chacun le fait dans son ordi quand vous allez commencer à travailler dans un bureau d'audioprothésiste, soit que c'est une configuration qui est générale pour tout le bureau, ou si vous avez votre propre salle de consultation. Dans certains bureaux, c'est comme ça. Dans certains, on change de salle de consultation. Dans d'autres, c'est très individuel. Donc, c'est là que vous allez comme personnaliser, puis on l'a chez chacun des manufacturiers. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on accède à tous ces paramètres-là. Donc là, on a connecté nos prothèses. Là, on n'a pas connecté nos prothèses auditives encore. Comme chez tous les manufacturiers, on a sélection. Chez Phonak, ça s'appelait appareil auditif. Ça s'appelle famille chez Oticon. Donc, on a toutes les prothèses auditives disponibles selon. On peut utiliser le filtre qui est ici au centre, soit qu'on utilise toutes les RIC, que ce soit des contours d'oreille, que ce soit des intra-auriculaires, des intra-profonds qui sont des IIC ou des CIC, ou par la performance de la prothèse, la connectivité, la source d'énergie. Et quand on va cliquer sur ces différents filtres-là, comme n'importe quel filtre de recherche, donc il va nous apparaître que les prothèses qui correspondent au filtre qu'on a choisi. Donc, si on prend par exemple la source d'énergie, puis on prend le lithium-ion, il va y avoir que des RIC et des contours rechargeables qui vont apparaître. Vous allez avoir 7-8 modèles. Si vous prenez par exemple des intras profonds, il va y avoir toutes les intras. Et si vous prenez la performance, vous prenez la moment, vous allez en avoir probablement juste un qui va apparaître. Donc, c'est comme ça qu'on va le déterminer. Évidemment, ça, c'est souvent pour faire des tests, pour faire des recherches, pas des tests, mais faire des recherches. Ah, je prends-tu telle sortie d'écouteur? Ah, avec ma perte auditive, oh non, regarde, je suis trop limité. Si on se rappelle, au cours de la dernière session, la partie ombragée qu'on voit ici, c'est la zone d'application de la force de la prothèse. Donc, si ma perte auditive entre confortablement à l'intérieur de cette zone d'application-là, c'est un bon modèle de prothèse que j'ai choisi. Des fois, on peut se poser la question, je prends-tu un récepteur S, un récepteur M, un récepteur P, un récepteur XP, un récepteur puissant, un récepteur pas. Donc, ça nous permet de faire, souvent avant de faire la commande de la prothèse, c'est quelque chose qui est intéressant. Ou encore là, de rechercher différentes fonctionnalités de la prothèse. On voit ici la lettre I, donc I pour info. Donc, on clique dessus, puis là, dans le modèle de prothèse, là, évidemment, du 440, on a du haut de gamme. Chez Widex, ça se détaille en 440, 330, 220, 110 dans les gammes de prothèses. Donc, c'est comme ça que les autres, ils le détaillent. La gamme de prothèses s'élabore comme ça. Donc, ça permet de savoir, quand on appuie sur le I, de savoir tous les algorithmes qui sont à l'intérieur de la prothèse auditive. Donc, ça peut être une source d'information qui est intéressante. J'ai-tu besoin de tous ces algorithmes-là ou si je vais chercher de la 330, c'est intéressant. Donc, ça demande quelque chose qui est quand même intéressant pour ça, donc d'avoir ça. Donc, évidemment, on clique sur « Connecter ». Donc, on clique sur « Connecter », notre prothèse auditive arrive. On a nos paramètres acoustiques qui sont là. Et ensuite de ça, on tombe dans « Programmation ». On a vu démarrage de session, sélection, programmation. Je veux attirer votre attention sur une chose qui est importante qui s'appelle le sensogramme, qui est le troisième petit rond qui est à la fin. Donc, le test de Larsen, c'est la même chose.
Là, chez Widex, on a l'espèce de petite bande de coloris qui est ici. Ça veut dire que quand on parle, vous allez voir tantôt, quand vous allez être dans le laboratoire, ça ici, ça va se promener beaucoup. Donc, il faut avoir quelque chose qui est c'est comme un microphone de référence, si on veut, là, qui vient du microphone de la prothèse. C'est tel quel. Donc, ça, c'est l'audiogramme. Je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance. On voit ici notre méthodologie d'adaptation. On va le voir tout à l'heure. Là, on va le chercher beaucoup plus loin pour pouvoir changer les prothèses auditives, pour pouvoir changer la méthodologie. NAL, NL1, NL2, on a Widex et on a DSL. Donc, avant, on n'avait que NAL, mais c'était ni NL2 ni NL1, c'était NAL et méthodologie Widex. Donc là, maintenant, ils ont évolué par rapport à ça. Le test de Larsen se fait exactement de la même façon. Donc, on a, ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, le niveau de bruit. Donc, évidemment, si on est dans un environnement qui est bruyant, on va être je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai pris une capture d'écran qui est quand même qui est significative. Là. Mais on peut voir la ligne ombragée en haut ici par rapport à la ligne pointillée. Oui, Patrice? Excuse-moi, Patrice, je n'ai pas saisi c'était quoi le sensogramme. Alors, on y arrive, on ne l'a pas vu encore. Ah, c'est beau. On y arrive. C'est la troisième étape du pré-ajustement, de la pré-programmation de la prothèse. Donc, le test de Larsen, c'est relativement simple. Donc, on a ici la zone grise. Si vous me dites de nous de couleur, je vous crois. Donc, ça, c'est le maximum que la prothèse peut donner. Ça ici, ce qu'on a, c'est ce qui est estimé. Et ça, c'est le gain qu'on a besoin dans la prothèse. Donc, on clique sur « Démarrer le test ». Et là, comme on peut voir, là, j'ai fait exprès. Voyez-vous, là, j'ai beaucoup trop de bruit à l'intérieur de l'endroit dans lequel j'ai fait l'examen. Donc, ce que ça fait, c'est comme on peut voir, écoutez, ma sortie de la prothèse, ça coupe énormément. Donc, si vous avez ça en vrai, vous allez vous dire, ah non, là, mon test est mal fait, d'autant plus qu'on a l'indication visuelle là. Mais si on retrouve un test de Larsen comme ça, vous allez vous dire, OK, mon emboutologie n'est pas correcte, mon tube il est fendu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je perds énormément de gains et la prothèse va vous le dire. Voyez-vous, il y a un petit point d'exclamation orange. Il va vous dire, écoutez, votre test, il manque de gain pour la parole, ça ne fonctionne pas. Là. Quand on refait le test, voyez-vous, je l'ai refait dans un environnement calme. Ben là, j'ai du gain en masse. Parce que le problème, c'est que si ça limite mon gain dans ma prothèse avec ce type d'ajustement-là, ben, le patient va se plaindre qu'il entend juste le bruit, il n'entend pas la parole. C'est problématique. Il faut intervenir bien avant que le patient, qu'on commence à faire des tests parce que je n'aurai même pas accès au gain. Alors que là je vais être limité par la sortie maximale de la prothèse, mais je ne serai pas limité par mon test de Larsen. Et le sensogramme, pour répondre à la question de Patrice, c'est en fin de compte, Widex a sorti le sensogramme lorsqu'ils ont sorti leur première prothèse auditive numérique qui s'appelait la Senso. Donc, regardez le nom sensogramme, c'est un audiogramme in situ avec la prothèse auditive. C'est le seul fabricant qui a ce type, je ne parle pas de l'audiogramme in situ qu'on a vu tantôt là, dans Démarrer la session. Là. Chez Widex, pour avoir le meilleur ajustement, et c'est particulier, il faut faire ça, le sensogramme. C'est relativement simple, on mesure à 500, 1000, 2000, 4000. On fait avec ces prothèses auditives, on donne le même type d'instruction au patient, sauf que je ne fais pas une recherche de seuil. C'est-à-dire que je lui envoie un son, puis vous me dites si vous l'entendez. Si c'est faible, c'est correct, il faut le plus petit son que vous êtes capable d'entendre. Et là, on envoie le son et on fait varier la colonne tout simplement ici. Et lorsque le patient a entendu, parce qu'on active la tonalité, je vous montrerai cet après-midi dans le laboratoire comment on fonctionne le sensogramme. Puis le patient va dire « Oui, j'entends, oui, j'entends, oui, j'entends, j'entends pas, oui, j'entends, parfait. » Donc, c'est ce seuil-là. C'est que ça ajoute un facteur de correction. C'est très particulier, c'est unique chez Widex. Vous pouvez ne pas le faire. Moi, je vous suggère de le faire lorsqu'on fait du Widex. Ça ajoute, je vous dirais, un facteur de correction qui peut être quand même important chez Widex. C'est particulier, c'est les seuls qui ont ça. Il n'y a pas personne d'autre qui a ça, le sensogramme. On le fait à 4 fréquences uniquement. Puis c'est vraiment pour que le patient, c'est une recherche de seuil, mais c'est quand même, ça prend même pas 5 minutes à faire les 4 fréquences. Là. C'est très, très simple. Fait que c'est pas, moi, je vous suggère de le faire, c'est quelque chose qui est intéressant.
c'est simple. Comme je dis, ça prend 4-5 minutes à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est complexe, puis ça ajoute un facteur de correction. Donc, on a l'accoutumance, donc qui est le gestionnaire d'adaptation. C'est une mauvaise traduction. Accoutumance, hein, c'est comme, je ne sais pas, c'est un terme un peu bizarre. Donc, on a en marche ou on a en arrêt. Donc, si on le met à l'arrêt, il s'en va directement au niveau 4. Mais si on le met en marche, on le voit ici. Là. On peut avoir l'accoutumance automatique, l'accoutumance manuelle. Manuelle, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il nous vient, c'est nous autres qui changeons les étapes. Je ne trouve pas ça hyper pertinent d'avoir ça manuel. Je n'ai pas trouvé de cas. Quand on le fait automatique, mais là, on peut choisir, est-ce que je pars à l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3? Évidemment, mon étape finale étant toujours l'étape 4, mais je peux la changer, l'étape finale. Et le durée par niveau, comme là, de l'étape 3 à l'étape 4, 3 semaines, donc temps approximatif, 21 jours. C'est là qu'on a notre gestionnaire d'adaptation. Et voyez-vous, on est dans programmation, on n'est même pas dans réglage fin encore. Et ensuite de ça, l'autre, on a audiométrie. J'ai passé par-dessus parce que c'est la même audiométrie qu'on a vue dans le démarrage de session. Tu sais, si vous vous rappelez, je vous ai dit que souvent des icônes qui se répètent, souvent des icônes qui se doublent ou qui se triplent, bien ça, c'en est un. Fait que je passe par-dessus audiométrie. Et on a méthodologie d'adaptation. Donc, voyez-vous, c'est là qu'on va retrouver notre historique d'appareillage, expérimenté ou inexpérimenté. S'il ne nous le demande pas au début, c'est juste de s'assurer de venir voir à celui-là, est-ce que je suis à inexpérimenté ou à expérimenté? Parce que ça va avoir une incidence sur la quantité de gain qu'il va avoir à l'intérieur de la prothèse. Donc, on va voir, on choisit homme, femme ou non spécifié. Donc, on commence à voir dans nos... pour ceux qui se définissent. Honnêtement, je ne pose pas la question à la personne, même si je rencontre une personne trans, par exemple, même si je rencontre c'est pas une personne qui se dit non-binaire, non-genrée, peu importe. C'est que, quelle est la différence là par rapport à homme et femme? C'est la personne, à moins qu'on ait un homme de très petite taille ou une femme de très grande taille, ça va ajouter un léger facteur de correction parce que c'est physique. C'est pas, souvent, les oreilles vont être un petit peu plus petites. La caisse du tympan va être un peu plus petite. Donc, ça va ajouter, le conduit auditif va être un petit peu plus court. Donc, ça va, oui, on prend un RECD, mais c'est donc de spécifier c'est un homme ou une femme, mais sans le demander au patient. Écoutez, moi, j'ai un homme qui est trans. Il n'a pas subi les opérations, mais dans ce cas-là, j'ai coché homme. Il doit mesurer 6 pieds 4, de peser 2,80. Fait que c'est pas, mais c'est son choix de vie, puis j'ai pas de problème par rapport à ça. Là, c'est pas, mais dans ce cas-là, avoir mis femme, même s'il se définit comme une femme, par rapport au facteur de correction, c'est juste, je lui en parle pas, là, puis c'est bien correct. Là, c'est pas nécessaire par rapport à ça. Là. C'est juste particulier que quand tu appelles Mme Tremblay, puis tu réponds oui, j'arrive. C'est la première fois, là, c'est pas. Je fais une blague, là, puis c'est une blague poche, là, mais c'est particulier, puis c'est toujours particulier au début, mais maintenant, on en voit de plus en plus. Fait que, ça devient normal de toute façon. Notre normalité change que quand moi j'étais jeune, je viens d'un village qui a 5 000 habitants. Tout le monde était blanc, catholique, francophone. Quand j'ai fait mes études à Montréal, là, dans un cégep de 7 000 étudiants, là, tu t'adaptes vite, mettons. Moi, les communautés culturelles dans mon village, il n'y en avait pas. Quand quelqu'un, ce qui était à l'époque, c'était d'adopter ce qu'on appelait d'adopter des Chinoises. Là, c'était les jeunes filles, c'était les filles qui étaient adoptées. Et c'était particulier d'en avoir une dans nos classes. On disait, mon Dieu, c'est comme c'était. Puis tous les commentaires qui pouvaient passer, là, c'était pas chic. Fait que c'est pas dire ah, la Chinoise. C'est quoi le rapport, la Chinoise? C'est tellement mesquin comme. Mais venir d'un village de 5 000 habitants, blancs, hétéros, c'était comme. De sortir du plan, c'était comme un peu embêtant. Fait que c'est pas. Maintenant, tout est ouvert, fait que c'est vraiment pas un problème pour ça. Et vous avez vos méthodes d'adaptation ici. Et langue non tonale, d'emblée, c'est non tonal. Les langues tonales sont les langues asiatiques. Mandarin, cantonais, japonais, vietnamien, laotien, tout ce qui est en Asie. Alors que les langues, je pense que les langues arabes sont également tonales, mais je ne suis pas certain, je m'avance là-dessus. Mais tout ce qui est non tonal, c'est vraiment français, anglais, espagnol, portugais, allemand, danois, norvégien, suédois, nommez-les, c'est toutes les langues. Mettons, on appelle, la Chine, on appelait ça l'Empire du Milieu à l'époque, puis l'Empire du Soleil levant au Japon. Là, pensez tout ce qui est du côté est du globe. Évidemment, pas l'Australie. L'Australie parle en anglais.
Mais c'est des langues, dans notre cas, c'est la langue non tonale. Ça me surprendrait que ce soit cliqué tonal, mais soyez vigilants parce que les langues non tonales ont un pitch un peu plus aigu. Donc, ce qui fait que nous, c'était avant, on avait une cliente elle parlait que mandarin. C'est son fils qui faisait la traduction. Donc, évidemment, dans son cas, on a mis une langue tonale parce que ça apporte un léger facteur de correction. Oui, Jonathan? Dans le cas, justement, si on a un client qui parle plusieurs langues, dont une langue tonale, y a-tu une La langue principale. Tu lui demandes la langue principale. OK. Mais effectivement, quelqu'un qui va parler, je ne sais pas, anglais, français, espagnol et mandarin, Ouais. tu vas lui demander, il dit, c'est parce que je reste, je travaille. C'est mandarin à la maison, français à job. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'est pas polyglotte, tu lui poses la question. Okay. C'est vraiment, on l'ajusterait dans ce cas-là. Okay. En lui demandant principalement, s'il passe son temps en Europe et dit j'ai quelques clients qui seraient non tonales, on va le mettre tonal. C'est pas... Puis on pourrait créer un programme, par exemple, quand il est avec les langues de type asiatique. Là, fait que ça se ferait, par exemple. Par exemple, un programme maison ou un programme bureau. Je ne sais pas si on est capable de changer la méthodologie ou la langue à l'intérieur de ce programme-là. Okay. Je m'avance, là, on vérifiera tantôt. Je t'embête. Okay. Donc, c'est là qu'on a notre méthodologie. Puis, on a les paramètres. Ça, on ne lui touche jamais. Les seuils en conduction osseuse, là, ils n'étaient pas disponibles. Quand ils vont être disponibles, on en tient compte. Les seuils subjectifs d'inconfort, c'est ceux qui étaient prévus. Et on a l'évaluation de l'acoustique in situ, c'est la compensation de l'évent actif. C'est pour ça que c'est important de faire, puis on va aller à la pause après ça, c'est pour ça que c'est important de faire la mesure de l'arsène parce que la ventilation est estimée par rapport à la mesure de l'arsène qu'on fait. Donc, c'est important parce qu'il y a une compensation de l'évent actif, compensation de l'évent actif, c'est la compensation qui est active, pas l'évent. Donc, c'est important de le mesurer parce que ça va ajouter ce facteur de correction-là qui est quand même assez important. Donc, on se donne un petit 10 minutes de pause. Good. Ici. Pardon. Donc, dans les paramètres, comme je vous disais, dans l'évaluation de l'acoustique in situ, c'est lié au test, au gestionnaire de feedback, donc c'est important de le mesurer. Ensuite, il y a un autre petit onglet qui s'appelle l'assistant d'appareillage qu'on a vu, qui est juste ici en bas. Donc, quand on clique dessus, ce que nous avons, c'est ici. Donc, ça nous explique un peu à quoi ça sert. C'est comme un explicatif. Le sensogramme est une mesure in situ du seuil. Ce dernier tient compte de l'embout, du dôme, de la taille du conduit auditif du patient et de la surdité. L'objectif est d'obtenir un point de départ très précis pour le calcul de l'amplification pour chaque patient. C'est le but qu'eux autres avaient trouvé à l'époque pour le sensogramme. Et c'est juste on ne s'en sert pas souvent, je vais être honnête. Là, on passe à travers les différentes gammes, les différents onglets sans aller vers ça. C'est juste une explication. Oui, Amélie? Puis, les fréquences de départ, ils se basent sur le diagramme qu'on entre au départ, j'imagine? Tout à fait, oui, exact, il se base là-dessus. Puis, si le patient l'entend au seuil de l'audiogramme, c'est comme ça. Puis, s'il ne l'entend pas, des fois, c'est juste 5 dB au-dessus. Puis, des fois, il peut l'entendre 5 dB en bas. C'est très rare que, par exemple,